Ce n'est pas tous les jours qu'on apprend un mot nouveau. Dyspraxie. Je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, c'est un trouble qui touche 3 à 6% de la population et qui affecte l'apprentissage des gestes. Me voilà donc sur les routes, à la rencontre de personnes concernées par la dyspraxie. Moi, je trouve que c'est un combattant. Et ça, je l'ai beaucoup entendu. Le parcours du combattant. J'aime pas être comme je suis, j'aurais préféré être normal comme tout le monde. Celui qu'ils doivent traverser pour que la dyspraxie ne leur ferme pas les portes de l'apprentissage et de l'indépendance. J'étais en milieu extrême pendant des années. Et ce qui a été assez horrible, c'est que du coup, les gamins, ils savaient pas, donc ils pouvaient se moquer de moi librement. Et je me suis retrouvé face à des gens qui avaient terriblement besoin de parler. Le gâteau partagé en 3 morceaux fait autant d'heureux. Le gâteau partagé c'est E accent aigu. Pourquoi? Parce qu'on peut dire le gâteau pris ou le gâteau fait. Très bien. Y a-t-il des questions sur accent aigu ER? La dyspraxie, c'est un trouble du développement des gestes chez l'enfant. Il ne s'agit pas de trouble du développement moteur. C'est-à-dire que c'est un trouble, on appelle cognitif. Ça veut dire qu'en fait, c'est la pensée qui régit le geste qui ne se développe pas convenablement chez les enfants. Donc ça va toujours être pour lui plus lent, plus pénible, plus fatigant. Donc il faut bien sûr constater ces symptômes. L'enfant est très lent, il écrit mal, il est très malhabile dans la vie quotidienne. Mais ces symptômes ne constituent pas le diagnostic. Ils peuvent ressortir de plein de sortes de diagnostics différents. Donc c'est important de trouver quand même les bonnes équipes, les bons réseaux via les centres référents ou via les réseaux de proximité que connaissent souvent les associations, de faire un diagnostic fiable pour ensuite pouvoir engager l'enfant et sa famille dans les bonnes actions qui réellement seront efficaces. Et parmi elles, l'AVS, auxiliaire de vie scolaire. Comme ici Abdel, qui assiste Abdelaziz, 9 ans et demi, en CM1. Un auxiliaire de vie scolaire, c'est une personne qui dépend de l'éducation nationale et qui vient dans la classe auprès d'un ou plusieurs enfants. Il est là pour aider l'enfant dans ses apprentissages. Salut, je m'appelle Renan, enchanté. Abdel, Assistant d'éducation depuis le 16 décembre. ça va, ça se passe bien? Impeccable, pas de soucis. Vous entendez bien tous les deux? Oui, T'as toujours eu un AVS avec toi? depuis 4 ans. Ah d'accord, 4 ans. ok. Et ça va, tu t'es habitué au fait d'avoir quelqu'un à côté de toi? C'est pas un truc ça te gêne pas, ça? Non, Non, au contraire. ça m'aide. Et alors, je veux bien moi jeter un petit coup d'œil, Je vous en prie, mais que je vois un peu si c'est sérieux tout ça, là. Et ça, par exemple, pour les maths, c'est toi qui l'as dicté à ton AVS? C'est lui qui l'écrit, c'est ça? Ok. Évidemment, l'implication de l'enseignant est primordiale pour que tout se passe bien. On mène notre petite vie tous les deux. ouais. C'est-à-dire qu'il sait ce que j'attends, il sait comment je fonctionne. S'il a besoin de moi, il m'appelle et je viens. La présence de l'AVS, ça m'aide par rapport aux autres. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus disponible pour les autres. Oui, c'est ça. Et je suis pas à 100% avec lui. Bien sûr. Et lui, il avance beaucoup plus vite avec un adulte pour lui tout seul qu'une maîtresse pour tous les élèves et plus lui. On se rend compte que la dyspraxie est vraiment quelque chose d'handicapant à l'école. Où là, notre mission, c'est d'insister pour que les enseignants soient formés à ces troubles spécifiques des apprentissages, tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue. On ne demande pas aux enseignants d'être de vrais spécialistes de la dyspraxie, parce qu'ils ne peuvent pas être spécialistes de tous les handicaps, mais qu'ils aient une connaissance à minima. Du coup, on peut ouvrir... Une autre action efficace pour aider Abdelaziz, je la découvre auprès de Mélanie, ergothérapeute, qui l'aide à développer des techniques pour surmonter ses difficultés. De côté, voilà. Donc Abdelaziz en fait n'a pas d'écriture manuelle, enfin si il peut écrire quelques mots, mais c'est très très coûteux puisque c'est pas automatisé. Donc du coup il utilise son ordinateur pour la plupart de ses cours. Donc on apprend un clavier caché. Donc en fait Abdelaziz a des difficultés au niveau visuo-spatial, donc il a des difficultés
des difficultés à repérer les lettres et puis surtout à passer d'un plan à un autre, c'est-à-dire regarder son ordinateur, repasser sur le clavier, repasser sur l'ordinateur. Donc du coup, pour qu'il puisse être plus efficace, on apprend en fait le clavier par cœur. Voilà, on a des petits jeux comme ça où on s'exerce à taper. Avant qu'ils arrivent en bas, il faut avoir réussi à tout taper, c'est ça? Voilà, exactement. Vous l'essayez? Non, c'est pas là le J, je sais plus où c'est. Non, je sais pas. Bah non, j'en sais rien, moi. Ben voilà. Allez, Zou! On y va. Ouais, dis donc. Youssouf, tu attends. Fin de journée pour Abdelaziz. Des journées souvent épuisantes car la dyspraxie entraîne beaucoup de fatigue. Les gestes n'étant pas automatisés, faire 2 choses à la fois demande énormément d'efforts et s'avère très difficile, voire impossible. Surtout qu'en plus de l'école et de l'ergothérapeute, un enfant comme Abdelaziz suit tout un tas de rééducation tout au long de la semaine. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide à organiser tout ça? C'est le service soins à domicile, le CESAD. Le CESAD. Exactement, c'est un merveilleux service. Ils s'occupent de tout. Donc, ils essayent d'être avec nous le maximum qu'ils peuvent. Ils font les soins à l'école. C'est des professionnels qui interviennent à l'école. Ils peuvent intervenir à la maison. C'est notre deuxième famille. Ah oui, à ce point-là. Carrément. Après Abdelaziz, je suis allé rencontrer Baptiste, 17 ans, histoire de comprendre comment se passe le quotidien d'un adolescent lycéen et dyspraxique. Je le retrouve en plein contrôle de maths, épreuve aménagée pour lui, seul dans une classe, avec son AVS et un ordinateur. Comment tu ressens la dyspraxie? Est-ce que précisément on peut réussir, juste par des mots, à se mettre un peu à ta place et à comprendre vraiment ton quotidien? C'est une très bonne question. Je crois que je vais pas pouvoir y Non, c'est pas répondre. possible. Que j'essaie de le cacher au maximum. Parce que, enfin, c'est pas que j'en ai honte, mais c'est que j'aime pas être comme je suis. J'aurais préféré être normal comme tout le monde, avoir quelque part la même chance que tout le monde, être tout seul en classe, prendre tout seul mes cours, pouvoir comme certains ne pas bosser et puis avoir des bonnes notes. Je crois que les sujets sont arrivés. Tadam. Je me suis senti différent par rapport aux autres, parce que les autres, ils avaient tous une feuille, un crayon, etc. Et qu'en fait, moi, j'avais un ordinateur. Et qu'on me disait, enfin, t'as le droit d'utiliser du papier, voilà, mais on n'arrivera pas à te relire. Alors, étude de fonction, suite et algorithme. Depuis qu'il a 4 ou 5 ans, on se disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il n'évoluait pas comme les autres enfants. Tout le monde se rendait compte que ça n'allait pas. L'orthophoniste qui le suivait déjà nous disait, ben oui, il est bien dyslexique, mais je vois pas, il y a autre chose derrière. Disons qu'il avait trop de mal à former ses lettres, par exemple. La copie était quasiment impossible. Or, normalement, un enfant dyslexique forme ses lettres quand même correctement, même s'il les inverse et si c'est compliqué. Nous, on voyait bien qu'il avait plus de mal pour apprendre certaines choses, genre le vélo, genre l'autonomie, qu'il avait du retard par rapport à son âge. Et professionnellement, j'ai eu l'occasion en fait, de rencontrer une orthoptiste qui pensait savoir ce qu'il avait quand je lui racontais ce qui se passait à la maison. Et elle m'a donc proposé de lui faire un bilan. Et là, le diagnostic pour elle était évident. On va pas trop l'embêter, là. Mais là, ça va aller. Là, Ouais. là maintenant, il va être cool. Hein. Ah, il est content que ce soit fini. Ah, c'est fini. Réussi ou pas, c'est fini, comme on Ouais. dit. On a choisi de s'engager, en fait, auprès de l'association pour essayer d'éviter que d'autres familles aient les mêmes difficultés que nous au point de départ. Parce que pour nous, ça a été très dur. Il n'y a pas du tout la petite rébellion que peuvent avoir les adolescents. Encore une fois, ce qui revient, c'est le besoin de parler, d'échanger sur ce trouble que peu de gens connaissent et qui laisse parfois les familles seules face aux difficultés qu'elles rencontrent. Autant il a envie Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque famille vit un parcours du combattant, peut être plus ou moins long. D'échanger avec les familles, c'est très très important pour une famille qui découvre la dyspraxie, de se dire je peux parler à des gens qui me comprennent, avec qui je vais pouvoir parler le même langage. Et puis on a des gens qui craquent complètement, tellement soulagés de trouver d'autres parents qui vont pouvoir les écouter. Donc c'est difficile pour les bénévoles parfois de répondre à des... Il y a une détresse quand même. Oui, une vraie détresse.
tout à fait. Et puis après, voilà, le moral remonte parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des choses qui sont possibles, et puis qu'on a des exemples de jeunes qui réussissent bien lorsqu'ils ont été bien accompagnés. Donc ça, c'est très encourageant aussi. Et c'est le cas de Baptiste. Ce qui frappe chez lui, c'est sa volonté, son calme, son caractère passionné et vivant, malgré le surplus d'efforts qu'il doit déployer. J'imagine que tu imagines déjà dans quelques années. J'espère avoir dans quelques années une autonomie totale. Mais tu en doutes ou pas en appart. Est-ce que des fois tu te dis ça me semble compliqué? Non. T'as la certitude que voilà, tu sais t'organiser. Ça m'est arrivé 1 à 2 fois d'en douter, mais maintenant j'en doute plus trop quoi. Maintenant c'est surtout je privilégie d'abord les études. Et puis après on verra pour l'autonomie quoi. L'autonomie justement. Je suis allé à la rencontre de Julien, 25 ans. Passage du permis, premier appartement, premier emploi sont les marches qu'il franchit aujourd'hui pour la gagner. Depuis quand t'as ton appart? 2 semaines. Ah oui, c'est vrai que c'est hyper récent. Gérer tous les papiers, tout ça, quoi. Tous les papiers. Ouais, c'est la galère un peu. Ouais, un peu, ouais. C'est un peu le stress, quoi. Comment ça s'est passé pour avoir le permis? C'était un truc qui te paraissait inaccessible? Ben, ouais. En fait, j'ai commencé à 18 ans. Je l'ai passé 4 fois. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je passe mon permis, quoi. Et j'ai finalement réussi à l'avoir. Alors, je me suis garé comme un pied. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois, il y a 2 lignes pour se garer, en fait. Ouais. Et en fait, je me suis garé à une ligne du milieu avec deux lignes à côté. Elle fait, c'est bon? Bah, fait, ouais, c'est bon et tout. Je sors, je fais, oups. Puis on n'avait pas le droit de dire et tout, mais j'ai su après que j'avais fait que cette erreur et je suis passé limite si je l'ai eu. Et donc je devais être à 180 heures de conduite en tout, quoi. Oui, donc tout ça après un parcours semé d'embûches pour quelqu'un dont la dyspraxie a été diagnostiquée très tard et qui n'a pas bénéficié d'adaptation pour l'aider. Souvent, les gens passent à travers les mailles du filet, donc ça c'est un vrai problème. Même quand il y a un diagnostic d'établi, on a un gros gâchis au niveau des commissions des droits et de l'autonomie, des maisons départementales des personnes handicapées, parce que parfois les dossiers sont mal remplis. Et donc il n'y a pas de reconnaissance de handicap. Donc s'il n'y a pas de reconnaissance de handicap, il n'y a pas d'accompagnement, de prise en charge de CESAD ou prise en charge de rééducation. Ça, c'est un vrai problème. Parfois, c'est des choses toutes simples. Un médecin généraliste qui va noter dyspraxie sur la partie médicale du dossier, ça a peu de chances d'aboutir, parce que la dyspraxie, ça veut dire beaucoup de choses. Par contre, si le médecin détaille les difficultés de la vie quotidienne, pas seulement de l'école, mais de la vie quotidienne, l'enfant qui a du mal à se brosser les dents, qui n'arrive pas à couper sa viande, qui a besoin d'aide pour s'habiller, pour la toilette, etc., là, on est vraiment dans le handicap, dans la situation du handicap. Et à ce moment-là, on pourra obtenir une aide. Donc ça pose la question de la formation des médecins aussi. J'étais très jeune à l'époque quand on y a pensé, et en fait, au niveau du bilan, c'était pas ça. Et comme je compensais bien, je suis passé un peu entre les mailles, quoi. Même si il se posait quand même la question à l'époque. Et bon, on en a parlé, et puis c'est passé à la trappe, quoi. Si on dit que c'est un handicap, que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est bien du domaine de la médecine. Et si les médecins ne sont pas au clair avec ça, on se demande comment les autres pourraient l'être. C'est important pour les familles et pour les rééducateurs de savoir à qui s'adresser pour avoir des personnes capables de faire la synthèse de toutes les difficultés que rencontre l'enfant, aussi bien à l'école que dans sa vie quotidienne, que dans ses loisirs, que dans la formation de sa personnalité, le développement de sa personnalité, et tout ça dans la durée. Pour avoir un petit peu rencontré d'autres dyspraxiques, mais plus jeunes, qui sont encore dans le système scolaire, je vois que ce qui les sauve d'une certaine manière, c'est que ce soit les parents ou à l'école, les documents sont adaptés, tout ça, tu l'as pas eu alors du coup? Je dirais que j'étais en milieu extrême pendant des années. Et ce qui a été assez horrible, c'est que du coup, les gamins, ils savaient pas, donc ils pouvaient se moquer de moi librement. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais personne, puis on mettait ça sur le compte de la paresse. Pas vraiment, parce que moi, le truc, c'est qu'en fait, ça s'est pas vu parce que j'ai bossé comme un taré et que du coup, je me plantais pas tellement. Et du coup, j'avais pas de copains parce que tous les week-ends, j'arrivais et je bossais, quoi. Et ce qui m'a marqué chez Julien, c'est sa rage. Celle dans laquelle il a dû puiser pour en faire plus que les autres et se réaliser comme il l'entend. Je veux dire, on a tous des difficultés et tous des endroits où on est fort. Et je pense que la problématique, ça va être trouvé pour le gamin dyspraxique, l'endroit où il est fort. Il y est forcément. Et là, il pourra se valoriser. Bon, moi, ça a été le sport.
ça peut être autre chose, quoi. Et quand je dis sport, voilà, au début j'avais un peu mal au triathlon, il y a des transitions, des choses comme ça, mais bon, voilà, je sais que ça m'est arrivé de sortir premier de l'eau au triathlon, premier de l'eau de la course, enfin voilà, c'est vachement valorisant. Je pense qu'avec tout ce qu'il a mis en place, pour moi, il arrivera. Il faudra peut-être de l'aide au point de départ pour le lancer, mais après, à mon avis, il arrivera en se servant justement de ses points forts. Et là, actuellement, depuis le mois de septembre, il a la chance d'être accompagné par une association en fait régionale, Osons l'égalité, qui aide les jeunes en fait à s'orienter et à entrer dans la vie professionnelle. Et au vu du travail qu'ils font, moi, je dois dire que c'est beaucoup moins angoissant maintenant pour nous de ce bout de route-là. Vous souhaitez quoi pour lui? Pour plus tard, Pour plus tard, vous rêvez de quoi pour lui? Pour lui, Viens là. je rêve qu'il sera un bon médecin. Hein? Malgré qu'il aime beaucoup le foot, il est attaché beaucoup aux grands joueurs comme Messi, Ronaldo. Hein? Mais Médecin dans une équipe de foot? le médecin de l'équipe. Hop, faire un pchit, hop, une petite claque sur les cuisses et c'est reparti. Et on va dribbler. Le besoin de parler. Tous ceux que j'ai rencontrés pendant ce voyage, parents, enfants, médecins, bénévoles, ont témoigné de ce besoin de partager le sentiment de solitude face à la dyspraxie, pour que vivre avec ce trouble ne soit plus un parcours du combattant.